Regardez bien ces gens. À votre avis, quelle est la première chose qu'ils font lorsqu'ils se lèvent le matin? Bon, d'accord, ils vont aux toilettes, ils déjeunent, ils démarrent leur journée. Mais vous n'avez rien oublié? Quelle est la première chose qu'on fait en se réveillant le matin et qu'on ne faisait pas il y a encore quelques années? Exactement. On consulte nos smartphones. Dans ce film, je vais vous expliquer pourquoi consulter nos smartphones est devenu un besoin presque aussi essentiel que celui d'aller aux toilettes chaque matin. Donc, à peine levé, on vérifie si on a reçu des emails, SMS, tweets, messages sur Facebook. Toute la journée, on reste connecté et on vérifie régulièrement si on n'a pas reçu de nouveaux messages. Rien que pour les emails, on actualise nos messageries environ 150 fois par jour. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, on n'a reçu aucun message. Faisons un calcul simple. Si on actualise nos mails 150 fois par jour et que ça nous prend à chaque fois environ 6 secondes, ça veut dire qu'on passe 900 secondes chaque jour à actualiser nos messageries. Et comme dans 90% des cas on n'a reçu aucun message, on passe donc à peu près 14 minutes tous les jours à consulter nos smartphones pour rien. Bon ok, 14 minutes dans une journée c'est pas grand chose. Mais l'autre problème c'est qu'à chaque fois qu'on actualise nos messages pour rien, on a tendance à rester scotché à nos portables qui nous offrent une multitude de distractions. On en profite donc pour consulter Facebook, on clique sur un lien qui nous amène à un autre et puis un autre. Et on se laisse entraîner dans une spirale sans fin. Voilà comment, sans même nous en rendre compte, on peut passer 1 heure sans lâcher nos téléphones. On perd donc bien plus de 14 minutes par jour. La question est maintenant de savoir pourquoi on s'acharne autant à vouloir actualiser nos smartphones alors que nos boîtes mail sont presque toujours vides. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler quelques principes de base de nos comportements. C'est le psychologue américain Skinner qui a été l'un des premiers à s'intéresser à ces principes il y a plus de 60 ans. L'un de ces principes stipule que les conséquences de nos comportements affectent tous nos comportements futurs. Ainsi, lorsque nos comportements sont suivis d'une conséquence qui nous est profitable, la fréquence d'apparition de ces comportements aura tendance à augmenter et à se maintenir par la suite afin d'obtenir à nouveau ces conséquences bénéfiques. Par exemple, les conséquences comme le sexe, l'argent, les interactions sociales ou encore les chansons de George Michael. Au contraire, lorsque nos comportements sont suivis d'une conséquence que l'on juge désagréable, la fréquence d'apparition de ces comportements aura alors tendance à diminuer par la suite, dans le but d'éviter ces conséquences désagréables. Par exemple, la douleur, les sanctions, les interactions sociales ou encore les chansons de George Michael. Ce principe garantit l'adaptation des organismes vivants à leur milieu et leur permet de prospérer. En somme, nos chances de survie dans un environnement donné augmentent si l'on est capable d'éviter les situations dangereuses et si l'on est suffisamment alerte pour trouver des ressources vitales. Ces comportements de fuite et d'approche sont gérés dans notre cerveau par des molécules chimiques spécifiques. Il est actuellement établi que la dopamine joue un rôle majeur dans les processus de récompense. C'est ce processus qui permet de faire perdurer nos comportements. A l'inverse, les expériences néfastes activent d'autres voies neuronales qui permettent leur inhibition. En d'autres termes, tous nos choix sont motivés, sélectionnés et appris par les conséquences de nos actions passées. Ce principe est assez facile à comprendre. Mais essayons maintenant d'approfondir un petit peu. En plus d'être influencés par leurs conséquences, nos comportements sont aussi déterminés par le rythme de ces conséquences. C'est le cas par exemple de nos salaires, une des conséquences jouissives de notre travail, qui nous est versé en général tous les mois, c'est-à-dire à un rythme régulier et prévisible. Dans ce cas, on dit que notre salaire est reversé selon un programme à conséquences fixes. Mais il arrive parfois que nos comportements soient suivis d'une conséquence irrégulière et donc cette fois imprévisible.
On rencontre ce type de conséquences avec les machines à sous par exemple. Le joueur insère un jeton, active la roulette, mais ne sait jamais à quel moment il remportera le jackpot. Dans ce cas, on parle alors d'un programme à conséquences variables. Les effets de ces différents programmes de conséquences ont été expérimentés sur des pigeons. L'animal est placé dans une boîte munie d'un bouton qui lui permet d'obtenir une conséquence jouissive, en l'occurrence de la nourriture. Dans un premier temps, la nourriture est donnée au pigeon de façon aléatoire, comme pour les machines à sous. Quand le pigeon presse le bouton, il obtient parfois de la nourriture et parfois rien. L'obtention de cette nourriture est donc totalement imprévisible pour le pigeon qui ne sait jamais à quel moment il obtiendra sa récompense. On constate alors que l'animal se met à appuyer sur le bouton sans arrêt, car il espère à chaque fois de la nourriture. Mais si on délivre maintenant la nourriture au pigeon à un rythme régulier lorsqu'il appuie sur le bouton, l'arrivée de la récompense devient alors prévisible, l'animal peut alors anticiper une régularité dans l'apparition de la conséquence. On constate dans ce cas que le pigeon appuie sur le bouton uniquement dans les moments où la nourriture sera disponible, et plus du tout de façon anarchique. Vous voyez où je veux en venir ? Par rapport aux programmes fixes, les programmes à conséquences variables favorisent des comportements plus intenses, plus fréquents et avec très peu de relâchement. En jouant aux machines à sous, le joueur ne peut jamais prédire à quel moment il gagnera. Il joue donc encore et encore, même s'il sait qu'il perd de l'argent. Les patrons de casinos ont d'ailleurs très bien compris ce principe. Ce sont les décharges de dopamine qui sont responsables de cet espoir de récompense et qui motivent les compulsions du joueur. Il continue à jouer encore et encore, car il finira immanquablement par gagner quelque chose. Alors que dans les programmes à conséquences fixes, on sait exactement à quel moment on obtient les conséquences attendues. D'ailleurs, si cette conséquence anticipée n'arrive pas, notre cerveau détecte immédiatement cet imprévu et déclenche alors un système d'alerte spécifique. L'absence de récompense provoque une dépression neuronale qui entraîne cette fois une inhibition de nos comportements. Voilà pourquoi, si on a l'habitude de recevoir nos salaires tous les mois et qu'ils cessent brusquement d'être versés, on ne tardera pas à ressentir de la frustration et à claquer la porte. Évidemment, personne n'est vraiment conscient de ces mécanismes. Revenons maintenant à notre sujet initial, l'addiction au smartphone. Bon, ok, nous ne sommes pas des pigeons, quoique. C'est pourtant ce même principe qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de vérifier si on a reçu un nouveau message, car il nous est impossible de prédire à quel moment on obtiendra une nouvelle récompense sociale. Ce programme aléatoire explique donc nos comportements presque compulsifs et par conséquent la spirale sans fin dans laquelle on tombe. Alors, comment faire ? Vous avez remarqué que le simple fait d'essayer de se convaincre soi-même de lâcher nos smartphones était rarement efficace pour s'arrêter. Notre seule volonté est insuffisante car justement on ne peut pas contrôler les mécanismes neurobiologiques qui sont en jeu dans les programmes à conséquences variables. Il existe cependant des moyens de défier cette manie. On pourrait par exemple simuler un programme à conséquences fixes en paramétrant nos smartphones de façon à ce qu'ils émettent des alertes régulières, faisant croire à des récompenses sociales prévisibles. On pourrait alors apprendre à consulter nos téléphones à des moments prédéfinis, et non plus de façon anarchique. Ces mécanismes neurobiologiques sont aussi impliqués dans de nombreux comportements qui rythment notre quotidien. Nos habitudes alimentaires, notre dépendance aux autres, notre procrastination chronique, notre consommation de cigarettes, notre impétueux désir de ronger nos ongles, ou encore nos excès de vitesse. En somme, vous comprenez maintenant pourquoi changer nos comportements ne se résume pas uniquement à dire « quand on veut, on peut ».